Moi, je vais être bref parce que c'est pas moi qui dois parler, mais Marie, suivie de Farzana Bachiri qui sera en distanciel. Juste quelques mots peut-être pour resituer. Donc cette première partie, en fait, elle a l'ambition de resituer sur le plan définitionnel et sur le plan épistémologique un certain nombre d'enjeux du militantisme académique. Resituer peut-être sur le plan historique et proprement français la manière dont ce débat a émergé. Mathieu tout à l'heure rappelait que c'est chez Weber que la thématique en fait de cette coupure entre l'engagement politique et l'engagement scientifique trouver sa source. C'est en tout cas effectivement l'histoire telle qu'elle est racontée en France à partir notamment de la traduction dirigée par Raymond Aron en 1959 des deux conférences de Weber, la science comme profession et comme vocation, et la politique comme profession et vocation, qui sont deux conférences qu'il a prononcées Weber en 1917 et 1919. Et donc, il faut attendre 1959 pour que ce texte soit traduit en français par Julien Freund sous la direction de Raymond Aron. Et Raymond Aron va faire la présentation, la préface en fait de cette traduction. Et c'est dans cette traduction qui en fait est une traduction de la traduction anglaise en anglais de l'allemand, donc c'est un peu compliqué. Mais toutes ces histoires de philologie sont très très importantes parce que les concepts notamment de neutralité axiologique, donc neutralité axiologique, cette idée selon laquelle le savant doit rester neutre sur le plan des valeurs, elle vient très directement, enfin indirectement, de ce terme de Wertfreiheit qu'on trouve chez Weber. On le trouve dans une sorte de balancement dans le texte de Weber entre Wertfreiheit, absence de jugement de valeur, et Wertbeziehung, qui signifie en fait le rapport aux valeurs. Et donc, si Weber reconnaît qu'il y a un rapport aux valeurs qui est nécessaire, qui est inévitable, parce que nous sommes tous situés en tant que chercheurs, et que donc cette Wertbeziehung est absolument inévitable, il reconnaît néanmoins que la Wertfreiheit doit être au moins un but, ou en tout cas doit prendre des modalités particulières. Et un des problèmes qui se posent dans l'histoire de la réception de ce texte et de la construction de cette image de la neutralité axiologique, c'est d'avoir cru que Wertfreiheit signifiait être libre de toute valeur, être indépendant ou être neutre du point de vue de toutes les valeurs. Et ça, en fait, ce n'est pas du tout ce que dit Weber dans le texte, et ça a été l'occasion de plusieurs débats. On a trouvé notamment ces débats à l'occasion de la retraduction du texte de Weber par Isabelle Kalinowski. En 2005, je crois que sa nouvelle traduction est sortie. Et elle a fait toute une note justement sur ce point-là, qui est particulièrement intéressante. Alors, je vais pas rentrer dans les débats, mais je voulais juste retracer ces éléments-là pour bien comprendre que de notre perspective très française, le fait que ce soit Aron qui ait porté cette neutralité axiologique, c'est une indication que c'est pas neutre. Pour le dire autrement. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne savent pas, Raymond Aron, c'est un auteur, un sociologue, un historien, un philosophe qui est marqué par des engagements en dehors de son activité scientifique, officiellement, mais dont on sait par ailleurs qu'ils ont eu un impact sur la manière dont il a fait sa recherche scientifique et dont il l'a diffusée, dont il l'a construite et dont il l'a institutionnalisée. Typiquement, les liens entre certains de ces centres de recherche et la CIA qui ont été documentés depuis sont particulièrement éclairants de ce point de vue-là. Son engagement pour Pinochet au moment de sa prise de pouvoir au Chili sont également éclairants de ce point de vue. Donc, de la même manière qu'on pouvait critiquer, ou Aron critiquait vertement certaines prises de parole des intellectuels marxistes en son temps, eh bien, on ne peut pas complètement dire que la neutralité axiologique ait été exemplaire
chez Raymond Aron. Et donc c'est un point qui aujourd'hui fait écho clairement à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je prendrai un exemple et je passerai tout de suite la parole à Marie pour ne pas en dire plus, mais pensez à tout ce dont on entend parler depuis quelques jours autour de l'éducation sexuelle au collège et au lycée. Dire aujourd'hui que les programmes d'éducation sexuelle sont engagés, sont militants, qu'est-ce que ça signifie exactement ? On a des données de sociologie, de santé publique, etc., qui montrent que le niveau d'information des enfants augmentant, ils sont moins victimes d'agressions sexuelles. C'est des faits. En tenir compte pour déterminer un programme d'enseignement, est-ce que c'est de l'engagement, est-ce que c'est du militantisme politique, ou est-ce que c'est simplement s'appuyer sur les faits ? Cette question, elle est centrale parce qu'en fait, elle recouvre absolument tous les domaines de la connaissance que nous pouvons traiter dans nos activités, singulièrement en SHS, mais c'est également vrai dans les sciences expérimentales et dans les sciences de la nature. Pensez par exemple à la manière dont tous les propos autour de l'héritabilité des traits sociaux, intelligence, réussite scolaire, réussite sociale, ont été et sont toujours mobilisés par un certain nombre de biologistes dans une perspective qui vise, entre autres, à limiter les actions politiques engagées en faveur de l'égalité entre les sujets. Donc, je m'arrête là. Je pense que je vais laisser la parole à Marie qui va continuer. Donc, Marie, elle est maîtresse de conférence en droit à l'Université de Bordeaux et la maîtresse ouvrière de cette journée avec David Diallo. Je te passe tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Alors, en ouverture de mon propos ce matin, je souhaiterais tout d'abord remercier l'ensemble des équipes de la Maison des sciences humaines de Bordeaux pour leur accompagnement et leur soutien dans la construction de ce projet, pour avoir cru en ce dernier et l'avoir soutenu depuis presque un an maintenant. Je souhaite aussi remercier en mon nom et ensuite mon co-organisateur, la Fondation Main Guénée et l'ensemble de nos soutiens institutionnels qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui autour d'une question essentielle pour tout chercheur, celui du rapport entre engagement et distanciation dans la production de connaissances. Et en tant que juriste, je suis bien placée pour en parler puisque nous croyons encore très fermement et largement à la neutralité axiologique. Enfin, mes derniers remerciements vont plus spécifiquement à David qui a accepté de co-organiser cette conférence et dont l'aide et les conseils ont été indispensables pour l'organisation de cette demi-journée. Mon propos ce matin n'a pas pour ambition d'être une réflexion très approfondie sur la question du militantisme académique des professeurs de droit. Je laisse ça aux intervenants de mardi matin qui le feront bien mieux que moi. Mais davantage d'être une présentation de la controverse propre à un champ spécifique de l'étude du droit, celui du droit constitutionnel, qui s'est développé entre plusieurs réseaux de chercheurs, des réseaux nationaux, régionaux et à un échelon que j'appellerais global ces dernières années et globalement depuis 2020. Cette controverse s'articule autour du terme « scholactivism », terme derrière lequel se voit poser la question suivante. Est-il possible pour un chercheur, ici en droit constitutionnel, d'être à la fois dans une position scientifique et militante, et si oui, sous quelle modalité ? Plus précisément, derrière ce terme, ce qui est envisagé, c'est une évolution dans l'engagement des universitaires face à leur objet et l'engagement grandissant d'une part de ces derniers qui écarte la position traditionnellement retenue par les chercheurs en droit, c'est-à-dire la recherche d'une vérité par la construction d'un savoir qui serait pensé comme neutre et objectif, et sa dissémination. Une approche qui est écartée au profit d'une approche engagée et militante, par laquelle la construction du savoir et sa dissémination doit permettre et doit rechercher un principe, notamment de justice sociale. La finalité de l'activité scientifique et universitaire se voit ainsi modifiée et il me semble que c'est cette évolution que désigne le terme anglophone de scholactivism. La dynamique visée par ce terme est loin d'être inconnue par les sciences humaines et sociales en France. Elle est débattue en sociologie, en sciences politiques, juste pour prendre des exemples. Elle est donc
connue et a été mise en lumière assez récemment, notamment par la réaction gouvernementale à travers tous les développements qui touchaient à l'islamo-gauchisme dans l'université française. Or, cette politique est venue directement remettre en cause le principe de liberté académique. Pourtant, et malgré cette prise très concrète sur les règles de droit qui protègent et encadrent l'activité universitaire, la question soulevée par la controverse sur le scholar activism connaît peu ou pas d'écho dans le champ de la discipline juridique, et ce, y compris chez les constitutionnalistes. Je crois qu'il y a une seule publication en français sur la question et qui très largement fait état des débats anglophones, mais ne débat pas de la question depuis une perspective française. Donc peu d'écho sur cette question en France, et ce silence français a été le point de départ pour la réflexion qui est à l'origine de ce colloque. Comment d'un côté les réseaux de chercheurs internationaux et notamment anglophones se saisissent de cette question, réfléchissent à leur positionnement en tant que chercheurs lorsqu'ils travaillent sur le droit constitutionnel, et pourquoi en France cette question est, si on est optimiste, discrète, si on est pessimiste, totalement absente du discours entre chercheurs sur le droit constitutionnel. Ce silence et cet écart a fait naître le sentiment qu'il était nécessaire de faire dialoguer non seulement des juristes français avec des juristes étrangers, ce sera notamment l'objet de la matinée de demain, mais surtout des juristes avec des non-juristes, avec des spécialistes et des chercheurs d'autres disciplines qui, eux, se sont saisis de ces questions, les traitent et les mettent en lumière. Je vais me permettre un rapide résumé en anglais pour notre deuxième intervenante qui est Farzana Bachiri qui va qui nous écoute et qui interviendra depuis la Suède. So very quickly, Farzana, just to say in front of everyone how happy I am to have you in this conference and how I'm thrilled to hear you expose your point about scholar activism. So very quickly, what I was saying that for French lawyers, for French legal scholars, this question of scholar activism is like a blind spot. It's not a real question because in a way we are under the veil of this belief in neutrality and objectivity in research in law. However, other researchers, especially at the international level, and researchers coming from Anglo-Saxon worlds and global thoughts, directly engage with this question about scholar activism. And in this gap between international researchers and French researchers, I think lie a space to discuss and to question what it is to be a legal scholar in France, why we don't think ourselves as politically engaged in our research, and why it is important for us to listen and to learn from others. So thank you to be here for giving us your perspective on the question. I switch back to French, and after my presentation, I will have a few minutes for just sum up everything. Donc, je retourne vers le français, et afin d'ouvrir ce colloque et éclairer l'enjeu qui me semble se dessiner dans le champ de la discipline juridique autour de la question de l'engagement militant des chercheurs en droit constitutionnel, je souhaite revenir sur la controverse née dans la revue internationale de droit constitutionnel, la revue ICON, en vous présentant premièrement le cadre de cette controverse, deuxièmement sa portée, et troisièmement, et ce sera qu'en guise de conclusion au regard du temps qui m'est imparti, interroger le silence français face à cette controverse. Premièrement donc, le cadre de la controverse. La controverse autour de la question de l'engagement militant des chercheurs en droit constitutionnel s'articule autour de la publication d'un édito de la revue ICON en avril 2022. Cet édito, écrit par le professeur britannique d'origine indienne Tarunabh Kaitan, est intitulé « On Scholactivism in Constitutional Studies, Skeptical Thoughts ». L'auteur y interroge la possibilité pour des universitaires de pouvoir à la fois adopter une posture militante et scientifique, sans risquer de mettre à mal ou d'affaiblir les conditions de la production du savoir scientifique et ultimement sa valeur ou son autorité dans la société.
Cet édito a fait l'objet de très nombreuses réponses et interrogations directement adressées aux éditeurs de la revue, qu'ils ont finalement publiées dans un dossier du même numéro. La discussion autour de la notion de scholactivism, le terme employé par Keitan pour désigner une forme d'activité et de production universitaire qui, selon lui, affaiblirait la portée scientifique au profit de la dimension militante, ne s'est cependant pas arrêtée aux pages de la revue Icon. Elle a au contraire donné lieu à de nombreuses réponses à la publication sur d'autres médias et notamment sur le blog, et je vous présente par avance toutes mes excuses pour ma très mauvaise prononciation de l'allemand, le Versafungs-Blog, un blog d'origine allemande construit par des universitaires et des journalistes qui a pour objectif de discuter les questions relatives au droit constitutionnel en Allemagne, en Europe, mais aussi à l'échelle globale. Ce blog a organisé un symposium autour de la contribution de Teironab Keitan afin de discuter et de mettre en dialogue différentes perspectives sur ce qu'est ou ce que n'est pas le scholactivism. Les participants de ce symposium ont ensuite publié des articles sur le blog et ça a donné naissance à une douzaine d'articles d'origines diverses, à la fois de chercheurs européens, principalement allemands et britanniques, de chercheurs états-uniens, australiens, hongkongais ou encore brésiliens et argentins. La localisation de ces auteurs est en réalité assez difficile et quand je les situe là, je situe surtout les lieux où ils enseignent, puisque la plupart d'entre eux sont des chercheurs extrêmement mobiles entre les systèmes universitaires nationaux et participent surtout de la constitution de réseaux de chercheurs à un niveau global. Néanmoins, le professeur Keitan a lui-même participé à ce symposium en publiant un nouvel article défendant à nouveau sa position et la précisant par rapport à son article d'Icon. Ce corpus me semble intéressant puisqu'il matérialise la controverse au niveau global sur la question de l'engagement militant des chercheurs en droit constitutionnel. Il n'est cependant pas à l'origine de la discussion et me semble au contraire être à la rencontre entre deux dynamiques antérieures interrogeant le rôle et la responsabilité sociale des universitaires juristes. En effet, avant d'être l'objet de réactions, la publication du professeur Keitan est elle-même le fruit d'une réaction face à de grands mouvements. Le premier, plutôt européen, s'inscrit dans la réaction des universitaires face aux dérives illibérales en Hongrie et en Pologne, là où le second mouvement, plutôt états-unien, interroge la transformation du paysage universitaire et les réactions notamment de l'administration Trump. C'est en effet dans ces deux zones géographiques que la question du militantisme des chercheurs en droit constitutionnel est devenue plus saillante depuis le début des années 2010. Dans le contexte européen, la montée des populismes en Hongrie et en Pologne, qui ont amené au pouvoir les partis Fidesz et Droit et Justice, ont conduit à de nombreuses représailles et attaques contre les universitaires, et plus particulièrement ceux qui, parmi eux, s'opposaient dans leurs travaux ou au-delà de leurs travaux dans des communications extra-universitaires au gouvernement en place. Face à ces attaques, la reconnaissance en 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme de la liberté académique, d'une liberté qui serait distincte de la liberté d'expression dans le contexte d'attaques contre les universités en Turquie, mais aussi l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son utilisation par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision de 2020 Commission contre Hongrie, ont permis de reconnaître au niveau régional une protection pour les libertés des universitaires. Dans ce contexte, et face notamment aux attaques dont faisait l'objet le professeur polonais Wojciech Sadurski pour son opposition contre le gouvernement Droit et Justice, certains universitaires juristes ont proposé que dans le contexte d'un gouvernement populiste et illibéral, la protection accordée par la liberté académique aux positions et aux écrits scientifiques des chercheurs soit étendue à leurs positions politiques de manière à assurer la circulation d'idées et la confrontation d'idées d'opposition contre les gouvernements. Cette position qui s'expliquait par le contexte de dérive illibérale conduisait néanmoins à faire disparaître la distinction posée par Weber entre le savant et le politique et rappelée depuis plusieurs interventions. Dans le contexte états-unien, je reviens
très rapidement dessus, nous aurons d'autres présentations qui reviendront plus en détail. C'est le clivage entre des chercheurs défendant une éthique de la recherche fondée sur la justice sociale et ceux rejetant un tel prémisse qui sert de toile de fond aux propos de Keighton. Dans ce contexte, il revient deuxièmement d'envisager la portée de la controverse autour de la notion de scholaractivism. Globalement, les réponses à l'édito du professeur Keighton font apparaître un clivage entre deux positions. La première position, assez rare, qui s'appuie sur l'édito, vient réaffirmer la nécessité d'une neutralité axiologique et rejette toute position militante et plus largement toute politisation des chercheurs en droit constitutionnel. La deuxième position, qui est celle la plus largement adoptée, rejette l'édito au motif que ce dernier entretiendrait la tour d'ivoire dans laquelle se trouvent les professeurs de droit face aux enjeux tels que l'urgence climatique ou la crise des démocraties libérales. A contrario, ces positions invitent les universitaires à se rendre responsables au sein de la société et à saisir à bras-le-corps un certain nombre de questions politiques. Le clivage entre ces deux pôles ne représente cependant ni la diversité des réponses qui ont été faites à l'édito, ni la nuance des propos du professeur Keighton. Comme souligné par la professeure Adrienne Stone, qui viendra présenter sa position sur la question du scholar activism le 12 décembre, mais aussi comme souligné par le professeur Laïora Lazarus, qui interviendra demain à distance depuis les États-Unis, le propos formulé par le professeur Keighton ne promeut pas la neutralité axiologique. Au contraire, il la rejette. Il adopte une épistémologie constructiviste et reconnaît que tous les chercheurs en droit parlent depuis une position et ont un regard socialement situé et politiquement situé sur leur objet. En ce sens, Laïora Lazarus va plus loin, en rappelant que Keighton est lui-même un militant, notamment de la défense des droits fondamentaux, et que son édito doit être replacé dans un contexte spécifique. Celui de la décision de la Cour suprême des États-Unis, Dobbs v. Jackson de 2022, qui a mis un terme à la protection constitutionnelle et fédérale du droit à l'avortement aux États-Unis. Or, cette décision a très largement été marquée par l'influence de la Federalist Society, une organisation notamment fondée et portée par des professeurs de droit états-uniens en faveur d'une lecture conservatrice de la Constitution. De manière similaire et en parallèle, le professeur Keighton, qui écrit depuis le Royaume-Uni, parle depuis une période qui est marquée par l'influence du think tank Policy Exchanges et de son Judicial Project, qui a alimenté la politique du gouvernement de Boris Johnson puis de Rishi Sunak, donc des gouvernements conservateurs britanniques. Un think tank qui est largement nourri, lui aussi, par les écrits de professeurs en droit conservateurs de l'université d'Oxford. En effet, ce qu'interroge Keighton, ce n'est pas en soi l'existence ou non de positionnement politique, mais c'est ce que le militantisme fait à la production du savoir universitaire, en ce qu'il vient changer la temporalité de cette production et les conditions de cette production. Keighton vient opposer, dans son édito, la nécessité pour un discours militant de répondre en réaction à des événements qui arrivent dans l'actualité, face à la nécessité pour un développement d'une réflexion scientifique d'un temps long, qui permet notamment la discussion, le débat, la controverse avec ses collègues. De la même manière, ce que souligne Keighton, c'est la nécessité d'un principe de falsification, qui est au centre de la production des savoirs scientifiques. Or, dans une position militante, ce que souligne le professeur de la London School of Economics, c'est que dans une certaine proportion, l'enseignant, le chercheur qui serait dans une position militante refusera le jeu de cette falsification pour ne pas aller à l'encontre de son positionnement militant. De plus, Keighton souligne que le militantisme n'est pas nécessairement en faveur de la justice sociale, mais peut au contraire défendre, comme l'exemple de la Federalist Society ou de Policy Exchanges, des positions conservatrices. Il n'est donc pas en tant que tel un bien qu'il faudrait poursuivre dans l'activité universitaire, mais au contraire quelque chose qu'il faut discuter. En cela, la position du professeur Tyrone Keighton est prolongée par deux autres propositions, celle faite par Laïora Lazarus, d'une réflexivité des chercheurs, c'est-à-dire de prendre conscience de son positionnement et de rendre ce dernier évident dans les discussions avec les collègues. En d'autres termes, ce qui est nécessaire, c'est le besoin d'un espace pour penser l'épistémologie juridique et les conditions de la production du savoir en droit.
Cette position est réaffirmée par la professeure Vicky Jackson dans l'idée d'un devoir d'indépendance pour les professeurs en droit, mais qui est aussi accompagnée de la nécessité, en prenant en considération le pouvoir politique de ces derniers, de reconnaître leur importance pour la défense de la démocratie libérale et la nécessité de les protéger face aux dérives illibérales. Face à ces différentes positions, qu'en est-il du cas français ? Si la controverse au niveau global met en lumière un consensus sur l'utilisation d'une épistémologie constructiviste, en France, le contexte général, qui est celui d'une épistémologie positiviste, qui affirme la possibilité d'une étude neutre et objective du droit, rejette la possibilité de penser les juristes et notamment les constitutionnalistes comme des acteurs politiques ou en tout cas des acteurs situés. Merci beaucoup. Or, quiconque a suivi l'actualité depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, et notamment la prise de position d'un certain nombre de professeurs de droit dans des journaux, la signature de certaines tribunes, ou l'affirmation que le gouvernement ou le président n'aurait par exemple pas suivi la bonne lecture de la Constitution, a multiplié les exemples de prise de position politique de professeurs de droit qui continuent pourtant de manière générale, à rejeter la conscientisation et l'aspect réflexif qui permettrait de se penser et de penser leur activité dans un contexte politique et aussi leur responsabilité face à la société. Je vous remercie et je vais très rapidement, si ça ne vous dérange pas, simplement résumer les arguments principaux à notre deuxième intervenante. So I switch back to English for us, not just to say that internationally, the main debate is between scholars that adopt an activist position without reflexivity about what it means to be an activist in the context of scholarship, and here legal scholarship, and other professors insisting on the necessity for epistemologic discussion and to create a space to reflect about what it means to be an activist and how this can be articulated with the necessity and the conditions for producing knowledge and scientific knowledge. And basically my last point was that because of the positivist epistemic situation of French legal scholars, we are in a way blind on our own political positions when we discuss the law and the constitution, and we are even blind in a way on the position adopted by some French scholars in the context of the institutional crisis right now in France. But that was for my main arguments. Okay, thank you very much, Marie.